Bonsoir à toutes et à tous. Donc les ressources minérales naturelles peuvent-elles expliquer l'invasion russe? Voilà une belle question. C'est un titre qui est effectivement accrocheur, qui a manifestement rempli ce rôle, si j'en juge la présence nombreuse ce soir. Mais derrière ce titre se cache une idée. En fait, nous sommes des scientifiques et l'idée, c'est de donner des éléments scientifiques pour comprendre, essayer de comprendre. Nous ne prétendons pas, évidemment, expliquer les raisons de la guerre en Ukraine. Ce serait prétentieux, on n'en a ni la compétence, ni la légitimité. En revanche, au travers de la conférence et des discussions qui vont suivre, nous pouvons vous éclairer à un des aspects souvent évoqués dans le débat public, la richesse exceptionnelle du sous-sol et du sol ukrainien. Alors l'Ukraine, j'ai vérifié sur Wikipédia tout à l'heure, c'est une superficie à peu près équivalente à celle de la France. Tout dépend si on prend en compte les territoires occupés, mais on est dans cet ordre de grandeur. Donc c'est un grand pays par sa surface, c'est aussi un grand pays par ses ressources naturelles. On connaît le fer, le manganèse, le titane, les terres rares, le graphite, l'uranium, le charbon. Jacques et Vitaly vont en parler en détail, sans oublier les célèbres tchernozèmes. Alors pour les non-initiés, les tchernozèmes sont des sols, mais je crois que Jacques va revenir sur ces sols qui sont les plus fertiles au monde. Et il y en a une certaine surface en Ukraine. Donc les ressources minérales constituent-elles un élément d'explication du conflit? Après cette conférence, chacun et chacune pourra se forger sa propre opinion et repartir avec les idées claires, nous l'espérons. Alors pour aborder cette question, nous avons choisi une formule un peu particulière. Initialement, effectivement, nous étions dans un schéma plus traditionnel. La conférence qui m'avait été attribuée me gênait un peu aux entournures par son titre, parce que je n'ai pas la compétence pour parler des métaux stratégiques chinois. Je connais un peu la Chine, mais de là à pouvoir avoir un exposé cohérent et bien documenté sur cette question, il y a un pas que je n'ai pas voulu franchir. Donc nous avons une formule un peu particulière et une équipe qui a été constituée par Jacques, dont vous avez ici les personnes. Et je voudrais brièvement, en complément de ce que vous avez à l'écran, présenter les membres de l'équipe. Alors Vitaly Privalov, qui est à ma droite, qui vous a été présenté, il est professeur de géologie. Il a fait ses études en Ukraine, à Donetsk, au cœur du Donbass. Vous connaissez l'histoire. Il a été responsable du département de géologie de l'Université technique de Donetsk. Et puis là, en 2014, était contraint à l'exil. Et après plusieurs fonctions en Ukraine et en France, notamment au CNRS et à l'Académie nationale des sciences d'Ukraine, il poursuit aujourd'hui, et nous avons la chance de l'avoir, ici à l'Université de Lorraine. Il poursuit ses recherches à l'Université de Lorraine. Donc il est spécialiste de géologie régionale, des ressources énergétiques, des ressources minérales critiques. Et bien évidemment, il va apporter à cette conférence une expertise scientifique de premier plan, mais aussi le regard d'un témoin directement concerné par les événements. Alors, Noémie Fayolle, qui a contribué à cette conférence, elle est enseignante-chercheur à l'Université de Lorraine et docteure de l'Université du Québec à Montréal. Et elle partage ses activités entre l'École des mines d'Alès et l'École de géologie de Nancy et le laboratoire Géoressources à Nancy. Michel Cunet, lui, est directeur de recherche émérite au CNRS. Il est géochimiste, reconnu internationalement. Il a consacré une grande partie de sa carrière à l'étude des gisements d'uranium, de métaux rares et de tungstène éteint.
Il est également très engagé dans la diffusion des connaissances géologiques auprès des étudiants, des industriels et du grand public. Enfin, notre chef d'orchestre, Jacques Pironneau, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà puisqu'il est intervenu à un certain nombre de reprises sur d'autres sujets. Donc Jacques est directeur de recherche émérite au CNRS, membre de notre académie, et il a fondé en 2011 le laboratoire Géoressources, qui est aujourd'hui l'un des principaux centres français consacrés à l'ensemble du cycle des matières premières, de la prospection au recyclage. C'est un laboratoire qui compte plus de 200 personnes. Alors Jacques, vous le savez, est également l'un des découvreurs du gisement d'hydrogène ici en Lorraine. Mais aujourd'hui, c'est en sa qualité de spécialiste des fluides géologiques en milieu sédimentaire, et plus particulièrement des processus de formation des gisements d'uranium qu'il intervient. Alors Jacques entretient depuis de nombreuses années, je crois, des relations étroites avec les chercheurs ukrainiens et donc n'a pas eu de difficulté à constituer cette équipe. Et la conférence qu'il va présenter en duo avec Vitaly Privalov s'appuie largement sur les travaux et le témoignage de ce dernier. Voilà, je vous souhaite une excellente conférence. Notez bien toutes vos questions. Nous avons 40 minutes de présentation, suivies de 20 minutes d'échange avec la salle. Jacques, si tu veux bien. Merci beaucoup. Je ne sais pas si j'ai encore beaucoup de choses à dire après cette introduction. En tout cas, merci d'avoir fait la présentation des différents partenaires que j'ai réussi à réunir pour essayer de traiter ce vaste sujet, ce sujet délicat. On ne traite pas de ces questions-là tous les jours. Sur le rôle que pourraient jouer les ressources géologiques dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Donc, on va essayer en tout cas, d'apporter un certain nombre d'éléments pour que vous puissiez vous faire une idée sur peut-être les causes de ce conflit et en tout cas ses raisons. Ce qui est important aussi, je pense, de parler ici, c'est de la problématique humaine derrière un conflit. C'est pas simplement de donner des chiffres ou de faire un certain nombre de suppositions, mais c'est aussi de partir de l'humain et du quotidien. Et cet humain, nous, on l'a côtoyé dès le début du conflit, avec des relations particulières que nous avions avec des chercheurs ukrainiens, et notamment Vitaly Privalov. Et je pensais qu'il était important que Vitaly puisse s'exprimer au cours de cette conférence. Alors Vitaly parle un petit peu français, pour ceux qui ont discuté avec lui en introduction, c'est un peu possible, mais pas trop quand même. Il préfère s'exprimer en anglais, et je vais lui laisser la parole pour qu'il narre en quelque sorte son parcours et les difficultés qu'il a pu rencontrer, et vous verrez comment ce conflit peut bouleverser des vies. Donc Vitaly, je vais commencer. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Just a minute. As you might guess, I was born in last century. By the way, in Donetsk, eastern Ukraine, but I would like start from century that is now going. In 2014, it was a last peaceful demonstration in eastern Ukraine, in the Donetsk. And this demonstration was guided by a slogan, Donetsk is Ukraine. Because a lot of people participated in this demonstration, and to our surprise, a lot of people, something like militants with guns, with some cold weapons right from Russia, and after that it was a real tragedy. A lot of people were injured, and even after such kind of injury, some of them were died in the hospitals.
It was peaceful demonstration in the winter 2014. And what events were before this set frontier? It was a peaceful life. It was a fruitful work with the students. It was life full of new discoveries before occupation of Donetsk by Russian Federation. So in fact, we spent a lot of time with students, with education, and also with scientific programs. Everything was fine. It was before. Before occupation, my geological department in the Donetsk Technical University, participated in a number of national and international projects for different type of research. They are spanning from the coal to metal and polymetallic industry and other critical raw materials. Is the results of our research, scientific research, and results of our works were multiply informed at the different scientific presentation at the different scientific congresses and conferences international. But when the Russian tanks invaded to the Donetsk in the summer, to be precise, June of 2014, me and my family were needed to leave my hometown, and we moved to Kiev. It was a difficult situation, and finally I found myself for expedition in United Kingdom, Northumberland coast, where we studied carboniferous deposits. And at that time, by chance, I received a letter from Monsieur Perronon, who was a leader and director de Laboratoire Géoresources, inviting me to join a team of Université de Lorraine. It was a very good news for me. And after returning to Ukraine, not to Donetsk, because we never returned to Donetsk after occupation, never returned. After returning to Kiev, I worked and participated in the number of different projects. Most of them were related because I was working for the National Academy of Science of Ukraine, was related with the critical raw materials, and also with uranium, rare elements, and other things. But also during the couple of last year, before new stage of invasion Russia, I worked with the national oil and gas company Naftogaz for different projects, including oil and gas industry, but also for native hydrogen. You can see, and all this, our work, all this scientific research was rapidly interrupted by a rocket attack during the night in the February 2022. And so I found again myself in France, in Nancy, in Lorraine University. And you can see that in 2022, after joining again the team of Georesources, I participated in the Deep Surf conference with a specific talk about the possibility how recent discoveries of gas resources and petroleum resources may be
serve as a trigger for beginning war. If, for example, to take a look to occupied territory, you can believe me that it was the reason to start this war from the Russian Federation. Because, for example, only in the Donetsk Basin, the coal reserves, proved reserves. What does that mean, proved reserves? That calculated, it's possible just to extract this one, 60 gigatons. But also there is a dispersed organic matter that produce enormous volumes of gas, up to 6 trillions of tons. And of course, when some Western companies got licenses for prospection work in this area, to start, first of all, some prospecting works, exploration, and after that extracting of such resources, it was a huge attack from Russian side. Thank you, thank you. Pour reprendre la suite de ce témoignage, on va faire un petit peu d'histoire. On a dit qu'on n'allait pas parler uniquement de géologie et du sous-sol, mais qu'on allait toucher à énormément de sujets comme vous pouvez l'imaginer. Donc un peu d'histoire pour montrer la place de l'Ukraine dans un environnement complexe, puisque même si au tout début de l'histoire, grosso modo autour du Xe siècle, on avait le Russe de Kiev qui était une entité à peu près reconnue et unique. Très rapidement, l'Ukraine s'est retrouvée prise en sandwich entre un certain nombre d'acteurs sur la région, et notamment la principauté de Moscou, donc à partir du XIIIe siècle, avec le Grand-Duché de Lituanie, et puis le Royaume de Pologne à partir du XVIIe siècle. Et l'Ukraine se trouve prise donc en sandwich entre ces deux grands ensembles qui vont évoluer jusqu'à l'Empire russe, donc au XVIIIe siècle, qui englobe donc des territoires ukrainiens, comme vous pouvez le voir sur la carte ici. Et l'Ukraine va se retrouver à la fin donc du XIXe siècle, au début du XXe siècle, prise entre l'Empire russe d'un côté et d'autre part l'Autriche-Hongrie. Et puis les choses vont évidemment complètement changer à partir de la révolution russe et donc de la création de l'Union soviétique. Et l'Ukraine va devenir une république donc socialiste soviétique de l'Union soviétique. Vous voyez dans le cartouche en bas à gauche la carte représentant donc l'Ukraine au sein de l'Union soviétique sans la Crimée. Et à partir de 1991, lorsque l'Union soviétique va disparaître, l'Ukraine va devenir indépendante avec les frontières que vous pouvez voir, englobant une partie de la Moldavie et de la Crimée. Et c'est à partir des années 90 et du début des années 2000 que les choses vont se compliquer dans les relations entre la Russie et l'Ukraine, hein, puisque l'Ukraine va s'orienter vers l'Europe et s'interroger si son avenir n'est pas plutôt du côté de l'Ouest que du côté de l'Est. Cela va se traduire par la révolution orange, donc en 2004 en Ukraine, et puis l'Euromaïdan en 2013-2014, et évidemment avec la réaction russe rapide, avec l'annexion donc de la Crimée en 2014, et puis l'annexion progressive des régions du Donbass, notamment dont on a déjà parlé. Pour clore cette triste histoire, on a donc l'attaque russe en 2022 et la guerre qui se poursuit encore aujourd'hui avec un front mouvant mais qui finalement évolue assez peu, avec des territoires qui restent sous le contrôle russe, donc dans l'est du territoire et sur le sud. Donc évidemment, depuis les années 2000, on peut voir que les relations se sont dégradées entre l'Ukraine et la Russie, avec les choix faits au niveau de l'Ukraine de se tourner plutôt vers l'Europe.
Ça s'est traduit par l'annexion donc de la Crimée et l'invasion à grande échelle de l'Ukraine en 2022. C'est un peu une rupture quand même historique entre ces pays, même si les relations n'ont jamais été simples. Et finalement, ces deux pays se trouvent engagés dans un des conflits les plus graves de leur histoire. On dénombre notamment aujourd'hui, alors c'est difficile d'avoir des chiffres précis, mais pour l'Ukraine, environ de 70 000 à 150 000 morts, en comptant à la fois les militaires et les civils. Et pour la Russie et ses forces alliées, environ 150 à 325 000 morts. Donc on parle de choses en effet très, très sérieuses. Et après cette partie historique, un petit peu de géographie. Donc, pour rappeler, en effet, comme il a été précisé, que l'Ukraine est le plus grand pays d'Europe, à peu de choses près comme la France, avec une géographie que vous pouvez observer ici, donc frontalier à l'ouest de la Pologne et la Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie et la Moldavie, qui a une frontière importante avec la Biélorussie au nord et avec la Russie à l'est, et qui a des débouchés maritimes sur à la fois la mer Noire et sur la mer d'Azov, avec des régions montagneuses donc sur l'ouest, avec les Carpates, un peu de montagne aussi au sud en Crimée et un peu du côté de Donetsk, plus à l'est, et entre tout ça, donc des plaines importantes jusque sur la mer Noire au sud. Alors ces plaines, elles sont aussi importantes, et si on regarde la végétation maintenant de ces territoires, on se rend compte qu'on a une végétation qui est très forestière sur la partie nord avec la frontière avec la Biélorussie, où on a essentiellement une forêt mixte. Et puis plus on va descendre vers le sud, plus on rentre dans un domaine de type steppe boisée dans un premier temps au sud de Kiev, et puis sur la partie jaune de la carte que vous voyez ici, une steppe herbeuse, donc plus au sud, qui joue un rôle très important parce que c'est cette steppe herbeuse qui est en place depuis très très longtemps, depuis des milliers d'années, qui va produire de la matière organique et qui va être à l'origine de ces fameuses terres noires ou tchernozèmes, dont on a déjà parlé, qui se traduisent par des profils assez caractéristiques avec une couche très sombre, très noire, donc ce qui donne la caractéristique de ces sols, donc très riches en matière organique, qui va faire de 50 cm à 1 mètre, qui repose sur des fragments minéraux, qui sont des lœss, en fait, ce sont des dépôts éoliens, donc de poussière minérale, qui sont dus donc au vent, bien sûr, mais aussi aux glaciers. Et c'est cet ensemble qui va donner des terres excessivement fertiles, avec des compositions donc en humus qui sont très importantes. Donc vous avez ici une carte par exemple qui vous montre la concentration en humus du sol, donc exprimée en pourcentage, et plus la couleur est sombre, plus la teneur en humus est importante. Et donc vous voyez qu'en règle générale, c'est plutôt sur la partie sud-est de l'Ukraine qu'on a les teneurs les plus importantes, qui vont varier entre 4 et 6% en humus dans ces sols. Alors, vous le voyez sur la carte de droite, donc l'Ukraine est en jaune, vous voyez la mer Noire au sud, et vous voyez cette fameuse ceinture donc de tchernozèmes, de ces terres noires, qui va aller finalement de la Bulgarie, du nord de la Bulgarie jusqu'en Russie, en passant par la Roumanie, la Moldavie, donc l'Ukraine. Et l'Ukraine, finalement, possède environ un quart des réserves mondiales de tchernozèmes. Ce tchernozème résulte, comme je l'ai dit, donc de l'accumulation de matière organique et des graminées qui poussent dans ces steppes qui sont très productives, qui bénéficient d'un climat assez favorable. Ces sols retiennent aussi l'eau et donc sont favorables ensuite à la croissance végétale, grâce notamment aux minéraux qui sont présents et qui sont dus au dépôt de l'œuf. Et cette accumulation massive d'humus s'est faite pendant des milliers d'années. Et c'est ce qui conduit donc aux terres agricoles les plus fertiles de la planète. Et vous vous souvenez tous, parce qu'on est à peu près tous de la même génération, qu'on a appris que l'Ukraine était le grenier à blé de l'Europe. Et ça reste en effet une vérité. Alors,
évidemment, avec ce tchernozème, on peut produire beaucoup de choses et l'Ukraine est un très gros producteur agricole. Comme vous pouvez le voir ici, c'est le 5e exportateur de blé, déjà après la Russie, le Canada, les États-Unis, à peu près à égalité avec la France. Mais l'Ukraine n'exporte pas que du blé. L'Ukraine va exporter également d'autres ressources. C'est le premier exportateur mondial de tournesol. Donc dans le tableau qui est présenté ici, vous voyez la production annuelle donc de tournesol des différents pays et l'Ukraine qui est en tête et qui produit 144 kilos de tournesol par habitant. C'est un chiffre très important comparé aux autres pays, mais c'est aussi le 2e exportateur de colza, c'est le 3e exportateur de noix et de miel, c'est le 4e exportateur de maïs, d'orge et de sorgho. Et le blé, on l'a dit, c'est le 5e. Donc c'est l'un des pays du globe qui a les plus forts rendements agricoles. Et incontestablement, et ça sera aussi une conclusion, mais on reviendra dessus, ce tchernozème, c'est la toute première ressource de l'Ukraine. Alors ces sols fertiles donc, se situent, comme vous l'avez vu, essentiellement dans le sud-est de l'Ukraine, c'est-à-dire dans les territoires qui sont revendiqués par la Russie aujourd'hui. Et on sait aussi que le conflit en lui-même pourrait avoir de lourdes conséquences sur la qualité des sols et leur pérennité, avec des conséquences en termes de pollution liées au bombardement, au creusement des tranchées, à la présence de toxiques. Donc on peut recenser un certain nombre d'éléments qui vont perturber sur un temps plus ou moins long la qualité de ce tchernozème et c'est un énorme problème dans la région. D'abord, il y a la pollution par les explosifs et les métaux lourds, donc le plomb, le cadmium, le zinc, le cuivre, le nickel, l'arsenic. On a aussi des résidus d'explosifs, on a aussi les hydrocarbures qui sont utilisés pour les véhicules et les véhicules qui sont détruits. On a une destruction physique du sol, avec les obus, bien sûr. On a des cratères qui se forment. On détruit donc la structure poreuse du sol. On va accélérer l'érosion et on va modifier aussi le drainage des sols. Et c'est ce que de nombreux chercheurs appellent aujourd'hui, donc c'est un terme un peu nouveau, qui est la bombturbation, donc la perturbation du sol liée aux bombes, en quelque sorte. Et malheureusement, sur les sols ukrainiens, c'est une réalité. Ensuite, ces problématiques entraînent aussi une baisse de la biomasse microbienne et donc avec une perturbation profonde des communautés biologiques du sol. Enfin, et c'est un point très important qu'on connaît bien sur tous les conflits du monde, c'est la présence de mines et de munitions qui sont non explosées et qui sont stockées ou qui ont été dispersées dans les sols et c'est généralement le problème le plus important à gérer après les conflits et ça peut durer pendant très longtemps. Et nous en savons quelque chose dans la région ici, puisqu'on a trouvé des munitions pendant longtemps et on en trouve encore aujourd'hui. Selon les estimations des Nations Unies, donc plus de 20% du territoire ukrainien pourrait être concerné par la présence de mines et de munitions non explosées. Et donc ça rend tout simplement non utilisables les terres agricoles tant que le déminage n'est pas terminé. Il y a d'autres impacts aussi du conflit sur la qualité des sols. C'est par exemple la décision russe de détruire le barrage de Kakhovka en 2023, qui a entraîné donc des inondations évidemment des terres agricoles. Ça a entraîné aussi une redistribution de sédiments contaminés, parce qu'il y avait ce barrage retenait un certain nombre de sédiments qui contenaient des polluants. Ça a entraîné une modification durable des systèmes d'irrigation, une salinisation dans certaines zones. Et on estime que plus de 90 000 tonnes de métaux lourds ont été dispersés suite à cet événement. Donc on l'a vu, le sol, c'est une véritable ressource en Ukraine et c'est une ressource qui est en danger actuellement et c'est directement lié au conflit. Si on s'intéresse maintenant aux ressources du sous-sol, on va faire un petit peu de géologie.
Pour vous rappeler ou vous dire simplement que la géologie de l'Ukraine, elle se traduit un peu en bande, donc de nord-ouest vers le sud-est, avec une bande centrale qui apparaît sur cette diapositive ici en rose, et qui est ce qu'on appelle le bouclier ukrainien, qui correspond en fait au terrain, aux roches les plus anciennes du territoire ukrainien. On a des roches à plus de 3,6 milliards d'années sur cet ensemble donc de roches très anciennes. Et on va retrouver des bandes au nord et au sud. Au nord, on a un bassin d'âge dévonien et permien qui est le bassin de Dniepr-Donetsk, donc avec des formations qui ont entre 400 et 200 millions d'années, avec notamment les formations carbonifères bien connues du Donbass, donc avec du carbonifère, donc entre 360 et 300 millions d'années, grosso modo. Et puis, on a des bandes plus jeunes vers le sud, avec le bassin paléozoïque à Jurassique du Sud et le bassin Jurassique à Néogène des Carpates, et puis la plateforme de la mer Noire et les reliefs alpins du Jurassique de Crimée. Donc cette structure, comme toujours, elle va avoir aussi un impact sur la répartition des ressources du sous-sol, et on verra que cet impact est évidemment important. Avant cela, je crois qu'il faut rappeler, Vitaly en a dit 2 mots, mais c'est très important, de faire la différence entre ce que l'on appelle des ressources et des réserves. Parce que lorsque l'on vous dit qu'un pays est particulièrement riche, qu'il détient énormément de matières minérales, par exemple, qui peuvent être valorisables, il faut savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle d'indices, de ressources? Est-ce que ces ressources sont prouvées ou non? Est-ce qu'on parle de réserves, c'est-à-dire est-ce qu'on exploite aujourd'hui ces ressources? Donc, il faut bien faire la différence entre les ressources. Les ressources, c'est globalement une estimation d'un stock de matière contenue dans le sous-sol. Ça s'applique aussi bien au pétrole, au gaz qu'aux substances minérales. Et puis la réserve, eh bien, c'est ce qu'on va pouvoir exploiter. Et donc, c'est la partie des ressources qu'on peut exploiter parce qu'on a la technologie. Donc, la technologie est disponible à ce moment-là, et aussi parce que le marché s'y prête, parce que c'est rentable. Donc, évidemment, dans les 2 cas, il faut des bonnes connaissances géologiques du milieu. Généralement, quand on en est au stade réserve, eh bien, on connaît bien la géologie, on a pu faire des forages, on a des modèles géologiques, et on peut facilement évaluer donc ce que l'on va pouvoir extraire du sous-sol. Donc, pour cela, il faut avoir une idée de la rentabilité économique. Donc, on ne parle pas de rentabilité économique quand on parle de ressources. Par contre, c'est essentiel pour les réserves parce qu'il faut être rentable pour pouvoir exploiter. Ensuite, on a la technologie qui doit être disponible pour pouvoir extraire ces matières premières. Parfois, il faut inventer des nouvelles technologies pour exploiter des ressources. Et donc, il faut prouver la capacité donc technique et économique d'exploiter une ressource pour arriver au stade donc réserve. Et puis, on a aussi une évolution dans le temps, c'est-à-dire que les volumes estimés donc pour les réserves vont pouvoir changer presque du jour au lendemain, puisqu'évidemment, ces réserves sont liées au prix du marché, à l'état des technologies. Donc, si on a des technologies qui sont nouvelles, plus efficaces, eh bien, on va accroître donc les réserves. Et puis, un troisième élément qui est très important, qu'on oublie généralement, ce sont les réglementations qui sont différentes d'un pays à un autre, qui changent parfois, souvent, et qui font que eh bien, le prix des matières premières peut également changer. Donc les ressources, c'est ce qui existe dans le sous-sol. La réserve, c'est la partie des ressources que l'on va pouvoir réellement exploiter. Et ça change la donne. Et malheureusement, je dois dire, aussi bien d'ailleurs dans le milieu scientifique que chez les journalistes, que chez les politiques, cette différence n'est jamais vraiment faite. Et donc il y a une confusion permanente entre les notions de ressources et les notions de réserve. Alors, les ressources du sous-sol en Ukraine, j'ai essayé de schématiser sur cette carte et de regrouper. C'est pas toujours si évident de trouver les informations. À la fois, donc, les ressources fossiles et les ressources minérales.
donc avec leur localisation, je dirais, un peu approximative. Donc pour commencer sur les ressources fossiles, vous avez tout ce qui est en gris sur la région de Donetsk, qui correspond globalement au charbon, qui est exploité depuis longtemps et qui est encore en exploitation aujourd'hui. Et puis vous avez tous les petits points rouges et orangés qui correspondent donc pour le rouge au pétrole et pour l'orangé au gaz naturel, qui sont tous les forages qui ont été faits, soit de reconnaissance, soit de production de ce gaz. Et puis en ressources minérales, eh bien vous avez ce qui est très visible au milieu et c'est un peu fait exprès en vert très lumineux, c'est le fer. Donc le fer qui est exploité depuis très longtemps en Ukraine, et l'Ukraine est connue pour l'exploitation du fer. Et puis on va avoir un certain nombre d'autres minéraux, donc l'uranium qui apparaît en vert un peu moins soutenu sur cette carte. Et puis on va avoir aussi du titane qui sera très très important pour l'Ukraine, le manganèse, le mercure aussi, et puis on reviendra progressivement sur ces différentes ressources dans la suite de la présentation. Et on va commencer par le fossile, par le pétrole et par le gaz. Et en fait, on a 3 régions en Ukraine qui sont des régions favorables et reconnues pour leur richesse à la fois en gaz et en pétrole. C'est la région de l'Est, donc qui est la partie nord, nord-nord-est, qui inclut donc le Donbass. On a la partie sud, donc qui inclut donc la mer Noire et la Crimée, et puis la partie ouest avec la région des Carpates. Donc ce sont 3 domaines qui ont été intensément prospectés. Et si on fait un bilan sur l'état des ressources actuelles en Ukraine, ou en tout cas en comparant avant 2022, avant l'invasion russe, et aujourd'hui, eh bien avant 2022, on exploitait et on produisait aux alentours de 24 millions de tonnes par an de charbon. À cette période, l'Ukraine était exportatrice de charbon. Ça n'est plus le cas aujourd'hui, puisque la production a diminué. On a perdu de 20 à 30% de la production. On est aux alentours de 17 à 18 millions de tonnes par an aujourd'hui. Pour le gaz naturel, finalement, il y a eu assez peu de changements liés au conflit. On a une légère baisse. On était aux alentours de 20 milliards de mètres cubes par an. On doit être aux alentours de 18-19 actuellement, même si c'est parfois difficile de faire ces évaluations. Même avec 18 à 19 milliards de mètres cubes par an, l'Ukraine est autosuffisante en gaz. Par contre, sur le pétrole, les choses ont été évidemment particulièrement affectées parce qu'on est passé de 61 000 barils par jour à 7 000 barils par jour. On a une baisse de l'ordre de 80-90%, et cet effondrement, en fait, il est essentiellement dû à la perte de production parce qu'il y a eu perte de gisements au cours du conflit et des annexions. Il y a eu une baisse de production parce qu'il y a eu des dégâts aux infrastructures, et produire du pétrole, ça nécessite des infrastructures. Et puis aussi, il y a eu l'arrêt des raffineries, et donc ça a été un coup fatal donc pour la production de pétrole. On peut rajouter quelque chose sur ces ressources fossiles qui est spécifique à l'Ukraine, c'est que pendant des décennies, vous le savez sans doute, l'Ukraine, c'était le point de passage du gaz russe. Donc en fait, on avait en Ukraine tout un réseau de gaz, l'un des plus vastes au monde, et qui a finalement été aussi à l'origine de rentrée de devises pour l'Ukraine, parce que évidemment, il fallait payer le transport de gaz au travers de l'Ukraine, et ça a apporté des revenus importants à l'Ukraine, et ces revenus ont disparu avec le fait d'avoir coupé évidemment l'arrivée du gaz russe sur les gazoducs ukrainiens.
Donc ça fait partie aussi des éléments à prendre en compte. Si on regarde le charbon, on considère aujourd'hui que l'Ukraine possède les plus grandes réserves de charbon d'Europe. Donc essentiellement sur la partie nord-est du pays, donc dans les régions de Lugansk et de Donetsk, dont vous avez beaucoup entendu parler, puisque ce sont les premières régions qui ont été envahies donc, par les troupes russes. On va trouver dans ces formations à peu près tous les types de charbon. Donc ça va du lignite à l'anthracite, donc avec des qualités qui sont très, très variantes. Et une des particularités de ce charbon, Vitaly l'a dit, c'est qu'il est très riche en gaz aussi, et qu'il est parfois d'ailleurs ce gaz extrait par gazéification in situ. Mais on a aussi des champs gaziers importants donc, en Ukraine, et si on couple donc, la gazéification du charbon et les champs gaziers, l'Ukraine, c'est quand même le deuxième producteur gazier d'Europe après la Norvège. Donc ça n'est pas rien et il y a encore en prospection de nombreux domaines qui ne sont pas en exploitation. Je vous ai mis une carte en haut à droite avec les localisations donc, de ces ressources fossiles en Ukraine et le trait rouge sur cette carte, c'est ce qui va matérialiser la coupe géologique que vous avez juste en dessous sur le bassin du Donbass. Et pour ceux qui connaissent un peu la géologie sous nos pieds, ils pourraient se demander si finalement c'est pas une coupe géologique qui a été faite en Lorraine, parce que nous avons à peu près le même système. L'histoire géologique de ces terrains est la même que l'histoire géologique en Lorraine, donc où on a eu ces dépôts importants, parmi les plus importants au monde, donc de veines de charbon, tout au long du Carbonifère. On a environ du Carbonifère jusqu'à 8 km de profondeur. C'est la même chose en Lorraine. Sous ce Carbonifère, on a du Dévonien qu'on ne connaît pas forcément très très bien. Et puis au-dessus, on a ce qu'on appelle ces couvertures mésozoïques. Alors nous, c'est le bassin de Paris. Et on retrouve donc ces formations du Trias, du Jurassique et du Crétacé sur le Donbass aussi. Donc il y a une vraie similitude entre nos régions. Et donc, on peut essayer d'aller un petit peu plus loin, et vous me voyez venir, ça c'est sûr. C'est que on peut se poser la question de savoir s'il n'y aurait pas aussi de l'hydrogène donc en Ukraine, comme on peut en trouver en Lorraine. Entre parenthèses, vous voyez en haut à droite la photo, c'est le puits en cours de forage donc à Pompierre en Moselle, qui est le puits le plus important foré à cette date pour de la prospection d'hydrogène, puisqu'on est descendu à 3662 mètres. Donc actuellement, si vous passez devant, il n'y aura plus rien, parce qu'on a fini de forer. Donc aujourd'hui, on fait juste des mesures dans le puits. Mais ce qui est intéressant lorsqu'on regarde l'Ukraine, c'est donc l'analogie des bassins carbonifères, mais l'hydrogène n'est pas potentiellement que dans les bassins carbonifères. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on regarde cette carte que je vous avais sans doute déjà présentée lors d'une dernière conférence, vous voyez tout des points en fait qui correspondent à des données de la bibliographie, des données anciennes, où l'on a détecté la présence d'hydrogène, donc soit sous la forme de gaz libre, soit sous la forme de gaz inclus dans les minéraux, sous forme d'inclusion fluide, soit de gaz qui est dissous dans l'eau. Et quand on regarde cette carte, le pays, la région où on a le plus d'informations et le plus de données sur l'hydrogène, eh bien c'est l'Ukraine, avec des données notamment sur l'hydrogène contenu dans les charbons, avec des teneurs et des concentrations finalement assez voisines de celles qu'on a pu noter sur la région Lorraine. Donc on pourra se poser la question de savoir si la Russie a identifié ce potentiel. Bon, actuellement, on ne parle que de ressources, bien sûr, pour l'hydrogène, on n'en a pas exploité encore, donc ça reste à imaginer et à réfléchir pour le futur. L'uranium maintenant, qui est également un élément d'intérêt. On a en Ukraine deux types de gisements d'uranium
qui correspondent à des ressources potentielles. Il y a des ressources prouvées et exploitées, et puis des ressources qui sont encore un peu en discussion et en prospection aujourd'hui. Sur l'exploitation, c'est dans la carte que je vous ai mise, c'est le point numéro 1. En fait, c'est donc dans le bouclier ukrainien qu'on va trouver ces gisements, qui sont des gisements dits de type métasomatite sodique. Donc ça se traduit parce que les photos que vous voyez et les schémas que vous voyez, Michel Cunet dans une mine, celle de Michurinka, où on voit des veines donc qui sont enrichies en uranium et qui sont albitisées, donc qui ont été transformées avec apport de sodium dans le milieu naturel, et ça se traduit dans les coupes géologiques par ces formations un peu en violet, et en noir c'est la minéralisation en uranium qui suit donc ces foliations, et c'est dans ces zones donc qu'on va exploiter l'uranium aujourd'hui essentiellement en Ukraine. Par contre, on a un deuxième type de gisements d'uranium qui est potentiellement intéressant. Ce sont des gisements de type grès, donc cette fois on est dans du sédimentaire. Ce sont des gisements qui se forment liés aux variations en fait de potentiel d'oxydoréduction, donc c'est lié directement à l'oxygène présent dans le milieu souterrain. Vous savez que l'uranium va précipiter là où il n'y a pas justement d'oxygène, et donc dans ces zones on va avoir de l'uranium, et puis plus on va s'éloigner de ces zones, et bien plus on va avoir d'autres espèces minérales. C'est aussi un des intérêts de ces gisements, c'est qu'ils ne contiennent pas que de l'uranium, mais ils contiennent aussi d'autres éléments comme le molybdène, comme le sélénium, mais il peut y en avoir d'autres. Donc on est sur des teneurs moyennes de 0,02 à 0,06%. Et donc, ce sont des gisements potentiels, et on n'est pas très loin de pouvoir on ne serait pas très loin de pouvoir les mettre en exploitation. Donc, sur un bilan sur l'uranium, au 1er janvier 2023, donc les ressources d'uranium récupérables identifiées, donc c'est celles qu'on va pouvoir exploiter, sont de l'ordre de 350 000 tonnes d'uranium, qui ont été divisés, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, en 3 catégories en fonction du coût de l'exploitation, qui varie de $260 par kilo d'uranium à $80. Et donc, évidemment, on pourra exploiter plus ou moins en fonction du cours de l'uranium. Et puis, on a des ressources en uranium qui ne sont pas découvertes, donc qui sont potentielles, qui sont pronostiquées, voire spéculatives, qui sont à peu près du même volume. On est aux alentours de 275 à 300 000 tonnes d'uranium. Et donc, il reste à démontrer qu'on puisse les exploiter un jour. Mais comme vous le voyez, ces ressources, et notamment celles qui sont spéculatives, se situent sur les zones en limite du Donbass, donc sur des zones de conflit actuels. Quand on évoque l'uranium, bien sûr, on doit évoquer l'utilisation de l'uranium et les centrales nucléaires. Il y avait en janvier 2023 15 réacteurs en service en Ukraine, dans 4 centrales nucléaires. Et on doit reconnaître que si l'Ukraine produit l'uranium, l'Ukraine ne produit pas suffisamment d'uranium pour ses propres besoins, puisque la production d'uranium en Ukraine ne couvre que 30% des besoins nationaux en énergie nucléaire. Et puis, chose qui est importante à signaler aussi, c'est que jusqu'en 2022, donc avant l'intervention russe de février 2022, le combustible nucléaire nécessaire, donc les 70% qui restaient, était importé en grande partie de Russie, mais aussi des États-Unis. Donc à partir de 2022, tous les contrats avec la Russie ont été résiliés, et donc le combustible est totalement importé aujourd'hui de chez Westinghouse Electric et de Cameco Corporation. Ce qui est un changement évidemment important. Si on regarde les autres ressources minérales, en Ukraine, il y a 7 ressources minérales majeures
qui donne lieu donc à de l'exploitation et qui permet à l'Ukraine d'être visible à l'échelle mondiale. Et donc avant la guerre, parce que depuis évidemment on n'a pas de données ou très peu de données, l'Ukraine figurait dans le top 10 mondial pour le titane en 5e position, le fer, donc ça fluctuait entre 6e et 10e, le graphite en 6e position avec un graphite qui est soit du graphite à l'état graphiteux dans le milieu naturel, soit un graphite qui provient du charbon en fait et de l'anthracite. Il y a deux sources de graphite en Ukraine, c'est assez particulier. On a de la production aussi de minéraux avec le kaolin. L'Ukraine est 7e donc producteur mondial de manganèse, 5e sur le brome. Et on l'a vu sur l'uranium, donc ça fluctue un peu, mais c'est autour de la 10e à la 15e place pour l'uranium. Donc ce qui est important aussi de noter, c'est que suite à ce conflit, les choses ont un peu changé aussi. Et le regard notamment des autres pays et des autres acteurs de ce conflit a aussi changé, puisque lorsqu'un pays décide d'aider l'Ukraine, face à la Russie, donc en règle générale, il passe un marché. Donc je vais te donner des armes, mais en échange, tu vas me payer un jour en retour avec, pourquoi pas, des ressources. Et donc il y a eu un certain nombre de négociations. Alors comme toujours, ça doit être un peu privé, donc je suis pas sûr qu'on ait toutes les informations. Mais en tout cas, ce qui ressort de la presse, qu'on peut lire, c'est que dans les négociations entre les États-Unis, l'Union européenne et l'Ukraine, donc il y a un certain nombre de matières premières d'intérêt. Et donc ces pays ont ciblé plutôt le titane parce qu'ils en ont besoin pour l'aéronautique, pour la défense. Ils ont ciblé le graphite comme étant un élément d'intérêt aussi pour les batteries, le lithium pour les véhicules électriques bien évidemment, l'uranium pour le nucléaire, même si on l'a vu, l'uranium servira plutôt à l'Ukraine plutôt qu'à de l'exportation. Les terres rares potentielles, donc là il faudra prouver qu'on puisse extraire ces terres rares. Et puis le manganèse qu'on va pouvoir utiliser dans des alliages ou dans des batteries. Donc en fait, contrairement à ce qu'on peut lire dans la presse, parce qu'il y a évidemment des approximations sur les notions de ressources et de réserves, l'Ukraine n'est pas aujourd'hui un grand producteur mondial de lithium ou de terres rares, parce que le lithium et terres rares, c'est super à la mode. Donc on en parle pour tous les pays. Pour la Chine, tu nous en parleras un jour. Mais ce sont surtout des gisements potentiels et qui ne sont pas réellement exploités aujourd'hui. Donc si l'Ukraine est un producteur mondial notable de minerais de fer, de titane, mais c'est quand même pas une superpuissance minière qui pourrait être comparable à d'autres pays comme la Chine ou comme l'Australie. Pour les minerais, on l'a vu, comme le lithium, les terres rares, principalement, on parle plus de potentiel futur des gisements que sur une production actuelle. Et par contre, on doit quand même remarquer qu'une partie significative des ressources d'intérêt se trouve quand même dans l'est et dans le sud du pays, donc notamment dans les régions de l'oblast de Donetsk, de Louhansk, de Zaporijia, de Dniepropetrovsk, et ça explique leur importance économique et surtout stratégique, puisqu'on est là au niveau du conflit et des lignes de front actuelles. Alors en résumé, puisque c'était quand même la question, les ressources géologiques de l'Ukraine peuvent-elles expliquer l'invasion russe ? Donc là, je me lance un peu quand même pour dire que l'Ukraine n'est pas un Eldorado pour les ressources minières. Elle est le plus souvent importatrice, mais elle dispose quand même de ressources potentielles dont l'exploitabilité reste à démontrer. Comme on l'a vu, la majeure partie des ressources se situe quand même à l'est et au sud, dans des territoires qui sont actuellement revendiqués par la Russie au cœur du conflit. L'Ukraine est pour
Par contre, un acteur européen majeur pour la production de charbon, de graphite et de gaz. Mais j'aurais tendance à dire personnellement que sur les hydrocarbures, elle ne va pas vraiment rivaliser avec la Russie, qui a des ressources considérables par ailleurs. Par contre, on l'a vu, l'Ukraine, c'est un Eldorado pour la production agricole, grâce au Tchernozem, qui est localisé donc à l'est et au sud du pays, en pleine zone de conflit. Donc clairement, si la Russie maîtrisait cette zone donc du sud-est ukrainien, elle pourrait maîtriser des ressources agricoles très importantes, en plus de ses propres ressources agricoles. Et compte tenu de son leadership aussi sur le marché du pétrole et du gaz, on en entend quand même régulièrement parler, elle pourrait donc contrôler une grande partie de l'économie mondiale entre nous. Parce que si vous maîtrisez à la fois l'agriculture et une partie de l'énergie, vous avez un rôle très important à l'échelle internationale. Mais ce qui est clair, c'est que le conflit, de toute façon, entre l'Ukraine et la Russie est essentiellement un enjeu politique et historique, on l'a vu, pour la Russie, qui veut se protéger, donc en vassalisant en quelque sorte les États qui se situent à ses frontières, et veut se protéger donc de l'Europe, de l'OTAN ou de la Chine. Et donc les zones de conflit potentiel, hormis l'Ukraine, et je voudrais pas être un oiseau de mauvais augure, mais se situent plus sur des zones comme la Biélorussie, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan ou la Mongolie par exemple. Mais je voulais revenir sur l'humain, puisqu'on a commencé par ça, puisque quelques mois avant le 24 février 2022, je me trouvais en Russie, et donc je faisais une visite en République du Tatarstan, où il y avait une conférence qui regroupait les pays que je viens de citer, sur la transition énergétique en Russie. Donc c'était tout nouveau donc pour cette région du globe, avec donc des objectifs de réduire les émissions de CO2 et de faire en sorte que les bilans carbone, notamment de la Russie, soient mieux perçus ou mieux présentés ou de meilleurs en tout cas. Et en marge de cette conférence, j'ai eu la chance d'être reçu donc par le doyen de l'université de Kazan, qui nous a annoncé, donc dans une réunion vraiment très officielle, que l'on allait démarrer des grands programmes de coopération scientifique internationale en Russie. Donc jusque-là, on avait des petits accords donc qui permettaient de financer des voyages, et globalement, ça se limitait un petit peu à ça. Et là, Poutine avait décidé de développer la coopération scientifique internationale en faisant de très gros projets de recherche. Et il avait signé donc ce décret en septembre 2021. J'ai eu le temps de rentrer, de fêter Noël, et puis cette histoire s'est arrêtée là, puisque le 22 février 2022, l'État français a décidé de stopper les coopérations avec la Russie. Et depuis ce jour-là, donc, je n'ai jamais plus revu mes collègues russes. J'ai juste reçu un message d'eux, juste au démarrage du conflit, où ils me disaient ne pas comprendre comment nous étions tombés dans le fascisme en Europe, et ils me souhaitaient bon courage pour la suite. Bon, pour terminer avec une petite note plaisante et puis en phase avec l'actualité du moment. Donc, quand j'ai visité Kazan, je me suis promené dans les rues et j'ai vu cette façade de maison, façade peinte. J'ai été un peu surpris de voir la tête de Didier Deschamps, le coq français et le message « Nous sommes avec vous ». Après, j'ai compris que Kazan, c'était le lieu de résidence donc, de l'équipe de France de foot pendant la Coupe du Monde donc, en Russie. Et la France avait été victorieuse en 2018, donc je ne sais pas si c'est un bon présage ou pas. Merci beaucoup, Vitaly. Merci beaucoup, Jacques, pour ce moment chargé d'émotions, chargé de science et qui a bien mis en perspective
la situation. Je pense que ça éclaire bien finalement nos positions par rapport à ce conflit. Juste pour l'anecdote, tout s'est arrêté brutalement. Les coopérations, moi j'étais en coopération depuis longue date avec la Russie, d'un seul coup. Et je me posais la question, où est-ce qu'on a mis l'énergie depuis ? Parce que voilà, la Russie nous mobilisait quand même pas mal. En science, hein, j'entends. Tu parles de l'énergie en science ou... Oui, de l'énergie en science, bien sûr. Eh bien, on travaille beaucoup en Chine avec les Chinois. Donc, il se trouve que, en effet, moi j'ai arrêté les collaborations avec la Russie et que j'ai eu plus de collaboration avec la Chine. Bon, après, je suis un cas particulier aussi parce qu'après, ma collaboration elle est essentiellement en Lorraine. Donc, personnellement, j'ai été beaucoup occupé localement. Donc, mais je pense que oui, en effet, tu es bien placé aussi, sans doute, pour le dire, sur les actions de coopération à l'international. La Chine draine un certain nombre d'actions aujourd'hui et d'échanges dans les deux sens. On a reçu beaucoup d'étudiants chinois sur nos campus universitaires et on a pu voir d'ailleurs que le niveau moyen des étudiants chinois a explosé et devenu vraiment exceptionnel en comparant aux tout premiers qui avaient les autorisations pour venir sur le territoire. Je me permets de confirmer, effectivement. Alors, la discussion est ouverte. Hein, je pense que n'hésitez pas. Vous avez sans doute plein de questions, des remarques. Vous voulez commencer, non ? Là, vous êtes... Moi ? Oui, allez-y. Oui. Alors déjà, un petit détail qui n'est pas sans importance pour nous autres Lorrains. Stanislas Leczinski, avant d'être le duc de Lorraine et le bienfaiteur de la Lorraine, était né à Lviv, dans l'ouest de l'actuelle Ukraine. Toujours dans la politique, on peut espérer que les Ukrainiens ont bien compris à qui ils avaient affaire avec les Américains, puisque les Américains ne se comportent pas comme des alliés, mais comme des mercenaires qui envoient la facture. On espère qu'ils en sont bien conscients et qu'ils ont de moins en moins de valeurs intellectuelles communes avec l'Europe, donc bien sûr avec l'Ukraine, mais qu'ils aimeraient de plus en plus accaparer les valeurs pécuniaires de ces contrées. Donc il faut que les Ukrainiens en soient bien persuadés. Je suis pas sûr d'avoir un commentaire. Je pense que les interventions américaines sont plus anciennes que ça. Donc on a d'autres exemples par le passé. Je ne pense pas que les interventions en Europe aient été gratuites non plus. Merci beaucoup, c'était très éclairant parce qu'on a beaucoup d'idées fausses sur la question. Mais si je me mets dans l'objectif d'une paix prochaine, on ne voit pas d'ailleurs pourquoi cette guerre continuerait, puis c'est une guerre de position, à moins qu'il y ait ou la Chine d'un côté ou les Américains de l'autre qui viennent comme chez nous en 17 et en 44. Mais quand on regarde toutes ces cartes, on s'aperçoit finalement que les territoires actuellement occupés, que probablement l'Ukraine ne récupérera pas, sont finalement des territoires où il y a des richesses minières has-been, essentiellement du charbon, du gaz, et qui finalement n'auraient d'intérêt que pour l'Ukraine elle-même, et n'intéresseraient ni l'Europe ni les États-Unis. Alors que le Tchernozène, c'est en Ukraine, et qu'a priori l'Ukraine ne va pas lâcher ça. Donc finalement, est-ce que c'est comme dans votre conclusion, finalement, c'est plus tellement un enjeu dans la discussion qui pourrait avoir lieu? C'est une vaste question sur le fossile, mais le fossile, il représente encore de l'ordre de 70 à 80% de l'énergie consommée dans le monde. Et donc, on le voit aujourd'hui, c'est quand même ce qui drive l'économie encore du moment. Et on en a ailleurs. Certes, on en a ailleurs, mais on est obligé de le transporter. Et le transport de l'énergie fossile, c'est pas si simple, notamment sur le gaz, parce qu'il faut des pipelines. Sinon, on brûle le gaz, parce que si on ne peut pas le transporter, ça pose énormément de problèmes. Les tankers, ça coûte cher d'un point de vue énergétique aussi. Bon, ça nous fait pas trop peur actuellement, puisque l'Europe est alimentée par des tankers de gaz, donc qui proviennent
toujours de Russie, mais ça se dit pas. Hein, mais bon, la Russie a augmenté ses exportations de gaz liquéfié vers l'Europe et vers la France. La France qui est championne de consommation donc de gaz liquéfié russe et de gaz liquéfié issu de schiste américain. Donc il faut le savoir. Parce qu'on a fait le choix justement de ne plus produire de fossiles sur le territoire européen, mais à quel prix ? Je voudrais savoir quel est le degré de détérioration du tchernozem. Quand on disait qu'on ne peut plus pratiquement, il y a des endroits qu'on ne peut plus exploiter. Je pense qu'on trouve des chiffres dans la littérature aujourd'hui et on a des chiffres qui vont autour de 20% globalement de cette ressource qui pourrait être affectée. Alors après, est-ce que c'est affecté longtemps ou pas? Est-ce que avec le temps, on va pouvoir régénérer ces sols? Je pense pas vraiment. Je pense qu'incontestablement, il va y avoir une perte importante sur une partie importante du territoire, parce que sur toutes les zones occupées qui ont été des zones de conflit, donc on a des impacts directs que l'on peut voir, et un des impacts majeurs, c'est le fait qu'on ait des mines aussi sur le territoire qui rendent donc tout simplement l'utilisation et l'exploitation des territoires impossible tant qu'on n'a pas déminé. Et le temps nécessaire pour déminer après un conflit, ce sont des dizaines d'années. Éventuellement, pour apporter un complément, Jacques a parlé de bombe turbation. Donc on détruit, il y a des inversions de profil, la couche supérieure passe en dessous, ce qui fait qu'à la fin, le sol a perdu sa fertilité. Mais au-delà, ces sols sont des puits de carbone très, très importants, sont les plus grands puits de carbone au monde. Enfin, il y en a d'autres, les sols tourbeux, etc., mais ceux-là en font partie. Et le fait de casser la structure, quand vous prenez une motte, que vous l'émiettez, en fait, qu'est-ce que vous faites? Vous préparez le lit de semences, bien sûr, pour votre jardin, mais en même temps, vous exposez la matière organique à l'oxydation. Et la matière organique qui s'oxyde produit du gaz carbonique sous l'influence des micro-organismes. Donc c'est ce qui se passe aussi. Cette matière organique très stable dans les tchernozèmes, elle est progressivement détruite. Sa dégradation est accélérée par ces phénomènes-là. Alors, juste pour terminer, Jacques faisait le parallèle entre les deux régions, hein, enfin, entre l'Ukraine et la Lorraine. Hein, c'est une Lorraine bien modeste devant l'Ukraine, mais des histoires un peu communes. Et Verdun est très riche d'enseignements. On avait étudié les sols de la zone rouge il y a maintenant une trentaine d'années, donc ça faisait aussi pas mal de temps que la guerre était finie. Et ce qu'on a constaté, c'est un retour du sol à son état antérieur. La seule différence, c'est qu'on retrouvait les traces de bombes turbation et aussi beaucoup de débris, des barbelés, des déchets, oui. des munitions non explosées, etc. Et bien entendu des pollutions. Donc ça reste, et c'est un problème majeur pour la suite. Merci. Pour moi, c'était une situation aberrante de détruire quelque chose d'aussi riche que ce tchernozème. Alors, moi, j'ai bien aimé l'argument de Jacques sur les tchernozèmes comme une des raisons, effectivement. Mais je me pose quand même la question, la plus grande réserve, tu l'as dit, de tchernozèmes, c'est la Russie, qui commence déjà par les exploiter rationnellement, avant de s'intéresser à ceux de l'Ukraine. Je pense qu'il y a aussi là le passé de l'Union soviétique qui a effectivement conduit à la dégradation de certains sols et des tchernozèmes en particulier. Merci. Joël.
Oui, moi j'ai une question qui est peut-être connexe, c'est que je me demandais ce qu'il en est 40 ans après Tchernobyl de l'état du sol et du sous-sol sur le plan de la contamination en Ukraine. I would like to add there is a great degree of contamination and at the surface and underground. But to speak precisely, even we are speaking about the black soil, terre noire, after occupation of Ukrainian territory, après occupation des territoires de Ukraine, la Fédération de Russie élevait, exporte de blé. Parce que il sold, they sold the harvest from this territory. If, for example, you see that there is a bioturbation and some damage of contamination, but there are some vast areas where it's still possible to grow some agricultures, and to get good harvest. It was dramatic increase of Russian export. In fact, they just steal. It was stolen product, because it was grown even when they occupied this territory. They collected already harvested material, and after that sold this one. So, in fact, of course, the degree of contamination in some region is very high. If we're talking about the surface, about the underground levels, but the most dangerous thing that not only soil is struggling, also people are struggling and killed, because if we have bioturbation or bomb turbation, let you imagine that it was small village and there is a missile or bomb attack. It's only not damage, or not only damage of soil, also people killed. That's. Thank you. Aujourd'hui, quelle est la situation de la centrale nucléaire de Zaporijjia? Je ne sais pas répondre. Aujourd'hui, précisément, elle est arrêtée, oui. Elle est à l'arrêt et normalement, elle est sous contrôle des Russes. Hein. Oui. Elle est à l'arrêt. D'accord. Elle est arrêtée complètement. Merci. Merci, c'était absolument passionnant. J'ai une petite question à propos de l'uranium, parce que je suis un peu surpris qu'il n'y ait aucune installation d'enrichissement d'uranium sur le sol ukrainien, compte tenu des ressources en uranium et des centrales qui sont présentes. Alors, il y avait strictement aucune installation de retraitement ou d'enrichissement de l'uranium. Je sais pas, je pense. Oui. C'est les Russes de Russie. Oui. Oui. Normalement, tout était contrôlé par les Russes, a priori, hein, sur la filière nucléaire. Et donc, que ce soit d'ailleurs pour le civil ou pour le militaire, puisque ça a été aussi un des gros sujets, évidemment, qui a conditionné beaucoup de choses dans les relations entre l'Ukraine et la Russie, sur ce démantèlement du nucléaire militaire. Mais c'est la Russie qui avait la main globalement sur l'ensemble de la chaîne du nucléaire en Ukraine. C'est ça. Et les deux. Et ça s'est appelé le mémorandum de Budapest. Oui, c'est ça.
Une autre question? Oui? Est-ce que la carte géologique qu'on a vue de l'Ukraine est considérée comme bien creusée, enfin finie, ou il y a encore des possibilités de recherche ou de découverte? On est sur des régions qui historiquement étudient fortement le sous-sol et on est dans ces territoires sans doute ceux qui sont les mieux connus. Après, on va pas forcément trouver l'information, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu énormément de recherches et que les scientifiques et les géologues russes ou ukrainiens sont quand même parmi les meilleurs au monde et depuis très longtemps. Ils ont fait du systématique, ils ont fait de la cartographie d'à peu près tout, mais après, bien évidemment, il faut récupérer les données. Moi, personnellement, j'ai eu un peu de mal à trouver des cartes géologiques qui soient parlantes ou qui ressemblent en tout cas aux cartes géologiques qu'on utilise ici. C'est pas si simple de trouver cette information, mais je pense qu'à la fois dans la culture de l'Union soviétique, plus largement, donc la connaissance du sous-sol était une priorité, et donc il y a un travail extraordinaire de collecte de données. D'ailleurs, vous avez vu sur simplement la thématique hydrogène, à peu près tous les points se situent en ex-Union soviétique. Donc c'est là qu'on a fait du systématique et qu'on a mesuré. Bon, après, il y a d'autres raisons pour lesquelles l'Union soviétique était intéressée par l'hydrogène plus que les autres pays. On peut juste dire un mot, c'est tout simplement parce que pour les Russes, la présence d'hydrogène était un marqueur de pétrole ou de gaz. Donc, dans leur modèle, ils estimaient que s'ils allaient trouver de l'hydrogène localement, ça serait un bon indicateur de présence de gaz et de pétrole. Simplement parce que le modèle de genèse de pétrole et de gaz russe n'est pas le modèle américain ou le modèle français. Donc, on ne pense pas tout à fait à la même chose et ça a conditionné évidemment la prospection. Mais en règle générale, et je pense que Bernard Pottier pourra vous la raconter déjà de nombreuses reprises, les chercheurs russes sont excellents. Ils ont été à l'origine de beaucoup des concepts qui sont manipulés aujourd'hui à l'Ouest. D'ailleurs, ce sont les Russes qui ont créé la classification des sols. Dokuchaïev, 1868. Comme tu soulignes le fait, je voudrais juste d'abord signaler un premier point. Beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est que le tchernozème. Le tchernozème, c'est les scientifiques qui l'ont imposé le terme. Les géographes, il y a encore beaucoup de profs d'histoire de géographie qui parlent de tchernosium. J'ai fait l'expérience. J'ai souvent fait des conférences, je faisais référence au tchernozème. Des fois, on me regardait de travers en disant « Qu'est-ce le tchernozème ?» Bon, et alors, je veux juste rajouter un dernier point pour féliciter Jean-Jacques Querenot pour son exposé et l'importance qu'il a accordée au tchernozème. Je suis allé les voir, c'est absolument fabuleux. Quand vous êtes sur des sols qui font 50, 60 cm de terreau, on rêve et qu'on pratiquement on peut cultiver sans apporter. Il y a juste l'eau qui peut être le facteur limitant. Alors, dernier point, j'en ai vu beaucoup aussi dans le Kazakhstan. Il n'y a pas qu'en Ukraine et en Russie. Dans le Kazakhstan, il y a aussi des grandes surfaces de tchernozème où, dans le Kazakhstan, le problème, souvent, c'est le facteur limitant, c'est l'eau. Voilà. Et merci Armand de ces précisions. Et en Amérique du Nord, oui, au Canada, parce que ce sont des sols qu'on appelle les sols climatiques. Ils se développent dans une zone climatique bien précise qui génère des steppes, ça a été dit tout à l'heure, des climats très contrastés qui font que la matière organique ne se décompose pas et se stabilise. I would like to confirm your point of view because not so long time ago I communicated with some Italian entrepreneurs.
he had idea to grow strawberry, fresh. And he visited Ukraine and saw this Chernozem. It was 2 meters thick, 2 meters thick. Firstly, this Chernozem exactly was investigated by Professor Dokuchaev in Poltava region in Ukraine. And when he see such 2 meters thick Chernozem, he was really amazed, and he told that there is no need to grow strawberry. It's possible to eat this land just without nothing. Thank you. Thank you. Oui, Bernard? Je voudrais dire une chose, c'est que, ayant été beaucoup en Russie et en Ukraine, quand on dit que les géologues russes sont très en avant, étaient excellents, mais c'était souvent aussi des géologues ukrainiens. Parce que en Ukraine, du moins quand j'y allais, dans les années, avant les années 2000 et au début, juste après 2000, on ne parlait que russe. Et les géologues ukrainiens, ils parlaient russe. Et moi, je lisais les articles écrits par des Ukrainiens, mais écrits en russe. Donc, il faut tenir compte de ceci pour bien comprendre ce qui se passe. Honestly speaking, my mother language is also Russian language, but I'm Ukrainian because I'm Ukrainian citizen, and it does not depend what language people speak. It just depends from the heart, from understanding of citizen, because I don't want to live in Russia. I've seen that maybe 30 years ago, when it was Soviet Union, it was pretty the same situation everywhere, because I defended my PhD in Leningrad, for example. But habilitation degree after in Ukraine. It was not so different between the different republics of Soviet Union. But now, believe me, it's dramatic difference. Because during the, when Ukraine took independence, it's new thinking of people. New think, but in Russian Federation, it's also new thinking, but it was down. It's a primitive instincts. It's very strange. But language, it's not the main reason. No. Thank you. That's délicat. Bien, merci. Je pense qu'on va clore la discussion sur ces mots de Vitaly. À nouveau, à tous les deux et à toute l'équipe, un grand merci pour ce partage à la fois de science et de politique, et puis d'émotions d'émotions humaines, de drames humains également. Un grand merci. Je vais maintenant redonner la parole au président pour clore cette séance, mais auparavant, applaudir chaleureusement nous. Merci Jean-Louis. Un très grand merci effectivement à nos orateurs. Alors, avant de vous souhaiter un bel été, quelques annonces. Tout d'abord, vous avez ici sur la petite table qui est juste devant moi là, un bulletin de souscription à l'ouvrage coécrit par nos deux sociétaires Jessica Flao et Nicolas Beck, La Lorraine dans les étoiles. Je vous rappelle aussi l'événement Moon 2030, le 24 juin, dans les grands salons d'hôtel de ville. Vu ce qui de mon nom dit, je crois que ça vaudra le tour. Ce sera intéressant d'y aller parce que ils ont fait travailler des collégiens et vous savez que pour ma part, je suis très tourné vers les jeunes. Donc le 24 juin.
La séance, nous allons nous retrouver le 14 octobre pour la séance solennelle de rentrée. Alors, comme je vous l'ai dit, nous n'aurons pas de remise de Grand Prix ce jour-là, mais c'est à l'eau de consolation admirable, nous aurons une conférence du professeur Gérald Bronner. Inutile de vous le présenter. C'est un enfant du pays, il est né à Nancy. Il a raconté son adolescence et ses premiers âges d'adulte dans son livre qui s'appelait Exorcisme, que je vous conseille, parce que à l'époque, il n'était pas exactement ce qu'il est devenu depuis, grâce à ses études de sociologie et à son intelligence. Et bien, je crois que j'ai tout dit, hein. On va pouvoir fermer la session. Je vous remercie. Merci de votre présence. Et puis, comme d'habitude, le verre de l'amitié vous attend. Vous avez vu que Jean-François de Caro est descendu. Il a tout préparé, hein. À bientôt.